Ma femme et ses amis pensaient que ce serait drôle de me laisser abandonner dans un autre état. Voyons s'il peut revenir. Elles ont ri et sont parties. Je ne suis jamais revenu. 15 ans plus tard, elle m'a retrouvé. Je suis resté là, seul au milieu de nulle part, pensant que c'était juste une autre blague idiote. Elle faisait toujours ça. Mais à mesure que le temps passait, j'ai réalisé que ce n'était pas une blague. Mon téléphone? Dans la voiture. Mon portefeuille? Dans la boîte à gants. Et la voiture? Disparue. Elles sont parties en riant, pensant que je courais après elles, mais cette fois, quelque chose en moi s'est brisé. Ou peut-être, enfin réparé. Là, sous le soleil brûlant du Colorado, mes yeux fixant le point vide où la voiture avait été 10 minutes plus tôt. Ma femme, Chloé, et ses amies Elena, Stéphanie et Lorraine avaient disparu. Au début, je pensais que c'était encore l'une de leurs blagues débiles, elles adoraient tester mes limites, voir jusqu'où je pouvais supporter avant d'exploser. 5 ans de mariage, et je m'étais habitué à ces blagues, à être la cible de leur rire, à voir Chloé les soutenir au lieu de me défendre. Mais ça, c'était différent. Mon téléphone était encore branché au chargeur de la voiture, mon portefeuille dans la boîte à gants. Tout ce que j'avais, c'était le t-shirt décoloré et le jean que je portais et une douleur grandissante dans le ventre, à mesure que les minutes passaient. Nous étions déjà à notre 3e jour de voyage jusqu'à la maison de vacances de Stéphanie, et je n'étais pas heureux depuis le début. Chloé m'avait supplié de venir, disant que ce serait une chance pour moi de me rapprocher de ses amis. Je n'étais pas très enthousiaste, les amis me traitaient toujours comme un étranger, avec des blagues internes et des piques qui ne m'incluaient pas. Mais j'y suis allé quand même, parce que je l'aimais ou du moins, je pensais l'aimer. La station-service était au milieu de nulle part, juste un arrêt poussiéreux au bord de la route, avec un panneau clignotant et une seule pompe à essence. Je suis entré pour utiliser les toilettes, sur qu'elles m'attendraient, comme elles le faisaient toujours. Mais cette fois, elles ne sont pas revenues. 1 heure est passée. Je suis resté à marcher d'un côté à l'autre sur l'asphalte fissuré, frappant des pierres, me convainquant qu'elles allaient revenir d'une minute à l'autre. J'imaginais le bruit des pneus sur les graviers, la voix de Chloé criant « blague ». Mais la route restait silencieuse. 2 heures plus tard, la sueur coulait sur mon cou et ma gorge était sèche. J'ai commencé à repasser les derniers jours dans ma tête, la façon dont Stéphanie avait ri quand elle avait accidentellement renversé du café sur mon pantalon, comment Lorraine avait chuchoté quelque chose à l'oreille de Chloé, et les deux avaient ri en me regardant, et moi là, juste à observer, avec ce sourire gêné. J'aurais dû comprendre. Elle préparait quelque chose, et j'étais trop idiot pour le voir. Un camion s'est approché, le bruit du moteur m'arrachant à mes pensées. Le conducteur, un grand gars avec une barbe grise et une casquette sale, s'est penché hors de la fenêtre. « Tout va bien, mon pote ? Tu es là depuis un moment. » Sa voix était rugueuse mais gentille et ça m'a frappé comme un coup de poing. Je n'allais pas bien. Elle ne reviendrait pas, Chloé ne reviendrait pas. J'ai avalé ma salive, essayant de garder ma voix ferme. Mon groupe m'a laissé. Vous pensez que vous pouvez m'aider ? Il a secoué la tête, comme s'il avait déjà vu ça. Monte. Où tu vas ? Je ne savais même pas. Chez moi ? Revenir à Chloé ? À la vie qu'on avait construite ? Mais quand je suis monté dans la cabine du camion, quelque chose en moi a changé. 5 ans de ridiculisation, d'ignorance, d'être traité comme une merde par ses amis, tout ça est remonté à la surface, lourd et brûlant. J'ai regardé par la fenêtre, voyant la station-service rétrécir dans le rétroviseur. Le camionneur n'a pas posé beaucoup de questions, il a continué à conduire, fredonnant une vieille chanson country. Mes poings se sont serrés sur mes genoux. J'aurais pu lui demander son téléphone, appeler Chloé, exiger des réponses. Mais que me dirait-elle ? C'était juste une blague, mon amour. T'es trop sensible. J'avais déjà entendu ça. Chaque fois que je me plaignais de ses amis, elle roulait des yeux et disait que je ne comprenais pas leur humour. Peut-être que je ne comprenais vraiment pas. Mais là, seul, abandonné comme un chien perdu, j'ai réalisé quelque chose, elle ne me comprenait pas non plus. Et Chloé, elle avait toujours choisi elle plutôt que moi. Le camionneur m'a déposé à un carrefour, en pointant en direction de Grand Jonction, la ville la plus proche. Bonne chance, mon pote, il a dit en ajustant sa casquette avant de repartir. J'ai simplement hoché la tête en guise de remerciement, la gorge nouée, et j'ai commencé à marcher. Mes baskets soulevaient la poussière,
le soleil martelait mon crâne. Pas de téléphone, pas d'argent, pas de plan, juste moi et la route devant moi. Une partie de moi voulait encore revenir, supplier quelqu'un à la station-service d'appeler Chloé, essayer de réparer les choses. Mais une autre partie, une partie plus forte, continuait de me pousser vers l'avant. J'étais fatigué d'être la risée de tout le monde, d'être le type dont on se moquait sans cesse. Chloé et ses amis pensaient avoir gagné, qu'elle m'avait brisé. Mais tandis que je marchais vers Grand Jonction, un calme étrange s'est emparé de moi. Elle ne m'avait pas brisé. Elle m'avait libéré. Je ne savais pas ce qui m'attendait dans cette ville. Je ne savais pas comment j'allais manger, où j'allais dormir, ni comment j'allais m'en sortir sans rien. Mais pour la première fois depuis des années, je n'avais pas peur de ce que Chloé allait penser. Je me fichais de ce que ses amis allaient dire. J'étais seul, oui, mais je n'étais pas sans défense. La route s'étendait devant moi, vide, ouverte, et j'ai continué à avancer. Elle m'avait abandonné, mais peut-être que c'était la meilleure chose qu'elle pouvait me faire. Peut-être que c'était ma chance de découvrir qui j'étais sans elle, sans elle. Quand le soleil a commencé à se coucher à l'horizon, colorant le ciel d'orange, ma décision était prise, je ne retournerai pas. Ni vers Chloé, ni vers cette vie. Peu importe ce qui m'attendait, ce serait quelque chose à moi. Je suis resté debout là, au carrefour poussiéreux où le camionneur m'avait laissé, le vent du Colorado soulevant des tourbillons de terre autour de mes pieds. Grand Jonction était devant, mais je n'avais ni carte, ni téléphone, ni même un sou, seulement les vêtements sur mon dos et une tête pleine de pensées en vrac. Chloé et ses amis m'avaient laissé dans la misère, et une partie de moi voulait encore l'appeler, entendre sa voix, lui demander pourquoi elle avait fait ça. Mais alors je me suis rappelé. Je me suis rappelé comment elle avait ri quand Stéphanie avait renversé ma bière exprès à la maison du lac. Je me suis rappelé comment elle avait haussé les épaules quand je lui avais demandé de me défendre. 5 ans de ça, 5 ans à me sentir comme un étranger dans mon propre mariage. Non. Je n'allais pas appeler. Pas cette fois. J'ai continué à marcher vers la ville, mes baskets craquant sur les graviers. Le soleil était encore haut, brûlant tout, et la sueur trempait mon t-shirt. Je ne savais pas à quelle distance se trouvait Grand Jonction, plusieurs kilomètres peut-être, mais je m'en fichais. Chaque pas était une rupture, comme si je laissais Chloé derrière moi, empreinte après empreinte. Mon esprit revenait sans cesse au moment à la station-service, quand j'étais sorti des toilettes sales pour voir seulement l'asphalte vide. Elles avaient planifié ça, non? Chloé, Stéphanie, Elena, Lorraine, toutes riaient dans la voiture en démarrant, trouvant hilarant de m'abandonner. J'arrivais presque à entendre Chloé dire, « Il va s'en sortir, il s'en sort toujours. » Eh bien, je m'en sortais maintenant, mais pas de la manière qu'elle imaginait. Une camionnette est passée près de moi, et j'ai levé le pouce pour demander une place. Le conducteur, un gars mal rasé en chemise à carreaux, a ralenti et s'est penché par la fenêtre. « Tu cherches un lift ?» a-t-il demandé, me regardant comme pour évaluer si j'allais lui poser problème. « Oui, je vais à Grand Jonction » ai-je répondu, en essayant de garder une voix assurée. Il a hoché la tête. « Monte, j'y vais aussi. » Je suis monté sur le siège passager, reconnaissant de pouvoir soulager un peu mes jambes. L'habitacle sentait l'huile et la cigarette, mais c'était mieux que de marcher. « Quelle est ton histoire ?» m'a-t-il demandé alors que nous roulions. J'ai hésité, puis haussé les épaules. J'ai été abandonné par des personnes en qui je pensais pouvoir avoir confiance. Il a émis un grognement, comme s'il avait déjà entendu ça auparavant. Ça arrive plus souvent qu'on ne le croit, par ici. Il m'a déposé à l'entrée de la ville, près de quelques bâtiments bas et d'un feu tricolore clignotant. « Prends soin de toi, mec » a-t-il dit avant de repartir. Je suis resté là, à observer la petite ville, un mélange de petites boutiques en briques anciennes et de quelques franchises modernes, avec des gens qui allaient et venaient comme si de rien n'était. Mais pour moi, tout était chamboulé. Pas de portefeuille, pas de papier, aucun moyen de prouver qui j'étais. J'avais besoin d'aide, et vite. C'est alors que j'ai vu un panneau indiquant un refuge à quelques pâtés de maison, un bâtiment simple avec une croix peinte sur la façade. Mon estomac s'est noué. Un refuge. Moi? Mais quel autre choix avais-je? À l'intérieur, le refuge était sombre et sentait l'eau de javel mélangée à du vieux café. Un homme derrière le comptoir m'a regardé. Son badge disait « Roi ». Il semblait avoir une 50aine d'années, crâne rasé, regard direct et sans patience. « T'es perdu ou juste fauché ?» demanda-t-il, me scrutant de haut en bas. Les deux,
répondis-je en me grattant la nuque. Ils m'ont laissé sur la route. Pas d'argent, pas de téléphone, rien. Roi n'a même pas cligné des yeux. Ça arrive. Ton nom? Mike, ai-je répondu. Je me suis dit qu'il valait mieux rester honnête pour l'instant. Il m'a tendu une planche avec un formulaire. Remplis ça. Je te trouve un lit pour cette nuit. On verra le reste demain. Cette nuit-là, allongé dans une chambre remplie de ronflements et de quintes de tout d'inconnu, je fixais le plafond sans pouvoir arrêter de penser. L'image de Chloé revenait sans cesse, son visage, son rire, sa voix moqueuse. Je voulais la haïr, mais une partie de moi espérait encore qu'elle débarque, disant que c'était une erreur, qu'elle regrettait. Mais les mots de Roi tournaient dans ma tête, on verra le reste demain. Il ne plaisantait pas. Le lendemain, Roi m'a assis devant un café léger et un plan. Il te faut une pièce d'identité. Sans ça, pas de boulot, pas de compte en banque, rien. Ça prend du temps, mais on commence aujourd'hui. En attendant, tu vas avoir besoin d'argent. J'ai acquiescé, me sentant inutile. Tu connais un endroit qui embauche? Roi a esquissé un petit sourire. Y a un petit dîner pas loin. La patronne s'appelle Jacqueline, une dure à cuire. Dis-lui que c'est moi qui t'envoie. Le dîner était un petit endroit, avec des banquettes en vinyle rouge et un jukebox dans un coin. Jacqueline était derrière le comptoir, une femme mince, d'une 60aine d'années, des tatouages courants sur ses bras et une voix plus râpeuse que du papier de verre. Roi a dit que t'avais besoin de taf, lança-t-elle sans lever les yeux du comptoir qu'elle essuyait. Oui, n'importe quel boulot, répondis-je, mal à l'aise. Elle plissa les yeux, me jaugeant comme pour voir à travers moi. Le plongeur est parti hier. Salaire minable, horaire pourri. Si tu voles, tu crèves. Tu commences maintenant. J'ai eu un moment d'hésitation, puis j'ai accepté. Ça marche. Elle m'a jeté un tablier, et ainsi a commencé ma nouvelle vie, à récurer des assiettes dans le fond, l'eau brûlante me rongeant les mains. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à moi sans Chloé, sans ses copines qui riaient dans mon dos, juste moi et une pile d'assiettes grasses. Roi est passé à la fin de la semaine pour m'aider avec les papiers afin d'obtenir une nouvelle pièce d'identité. Tu t'en sors bien, Mike, m'a-t-il dit en me tapotant l'épaule. J'en étais pas si sûr, mais j'ai continué. Le refuge était devenu mon chez-moi. Le dîner de Jacqueline, ma bouée de sauvetage. Je n'ai pas appelé Chloé. Je n'ai même pas essayé. Chaque soir, je m'endormais épuisé, mais c'était une bonne fatigue. Je redémarrais à zéro et, d'une manière ou d'une autre, ça marchait. Je me réveillais tous les jours dans cette chambre, avec le même mal de dos, les mêmes bruits étouffés des autres gars qui ronflaient et toussaient. Cela faisait déjà quelques semaines que Chloé et ses amis m'avaient laissé en plan, et je m'habituais à ma nouvelle routine, laver la vaisselle au dîner de Jacqueline, dormir sur un lit de fortune, porter des vêtements donnés. Mes mains étaient abîmées par l'eau chaude et le savon. Mais je m'en fichais, ça m'occupait. Ça me tenait loin d'elle. Roi a été mon pilier au début. Il m'a aidé avec les démarches pour récupérer mes papiers. Ça prendra du temps, m'a-t-il dit en me tendant une pile de formulaires, mais tu vas y arriver. Je l'ai remercié sincèrement. Jacqueline, elle, n'était pas tendre. Elle hurlait depuis la cuisine, les yeux perçants, ne laissant passer aucune erreur. Plus vite, Mike. J'ai pas toute la journée, beuglait-elle. Mais il n'y avait pas de méchanceté dans sa voix, c'était juste sa manière d'être. Je bossais 2 fois plus quand je pouvais, économisant de l'argent dans une enveloppe cachée sous mon matelas. Mon premier salaire était maigre, mais suffisant pour acheter un téléphone prépayé dans une boutique de quartier. J'ai pu récupérer mon ancien numéro. Quand je l'ai tenu dans mes mains, encore neuf, j'ai ressenti une immense fierté. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à moi. Payé avec mon propre effort, pas avec l'argent de Chloé. Je n'avais plus besoin d'elle. C'est alors que les appels ont commencé. Le lendemain, en plein service, les bras pleins de mousse, mon téléphone a vibré dans ma poche. J'ai essuyé mes mains sur mon tablier et j'ai regardé. Le nom de Chloé est apparu à l'écran et mon estomac s'est noué. J'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie. 1 minute plus tard, une notification. Je n'aurais pas dû écouter, mais je l'ai fait. Sa voix est sortie faible, tremblante, comme si elle avait répété son discours. Mike, t'es où? On t'a attendu. C'était juste une blague.
On est tellement inquiète. S'il te plaît, rappelle-moi. Je suis resté figé, regardant l'évier, l'eau continuant à couler. Si elle m'avait vraiment attendu, elle serait revenue. Mais elles ne l'ont pas fait. Mon téléphone a vibré de nouveau, cette fois, c'était Stéphanie. J'ai écouté son message aussi. Le ton était complètement différent, moqueur. Oh allez, mec, avoue que c'était hilarant. Rappelle-nous, allez. Hilarant. J'ai serré le poing si fort que mes doigts m'ont fait mal. Pour elle, je n'étais qu'une blague, une histoire drôle à raconter après quelques bières. Les appels n'ont pas cessé. Chloé encore, puis Lorraine, puis Stéphanie, un flux constant de messages et d'audio, tu nous manques. Où t'es passé? C'est plus drôle, maintenant. Je suis resté assis dans ma chambre cette nuit-là, le refuge silencieux, juste le souffle lointain du chauffage. Mon téléphone brillait dans ma main, débordant de notifications. J'ai réécouté les messages, Chloé avec sa voix forcée, Stéphanie qui riait, Lorraine qui pouffait avant que l'enregistrement ne coupe. Mon doigt a hésité au-dessus du bouton « Rappeler ». Une partie de moi voulait lui hurler dessus, lui demander pourquoi. Mais à quoi bon? Elle rirait encore, ou pleurerait, me faisant culpabiliser, comme toujours. Ça suffit. Je suis allé dans mes contacts, Chloé, Stéphanie, Elena, Lorraine et je les ai bloqués une à une. Mes doigts tremblaient légèrement, mais une fois fini, le téléphone est resté silencieux. Plus de vibrations. Plus de mensonges. J'ai laissé échapper un souffle que je ne savais même pas retenir. C'était comme couper une corde qui m'étranglait depuis des années. Elle ne pouvait plus m'atteindre. Elle n'avait plus aucun contrôle sur la suite. Maintenant, c'était entre mes mains. Le lendemain, je suis allé au dîner comme si de rien n'était. J'ai plongé mes mains dans l'eau chaude, laissant le savon emporter le reste de leur voix de ma tête. Jacqueline a remarqué que j'étais plus silencieux que d'habitude. « T'es bizarre aujourd'hui », a-t-elle commenté en me lançant un torchon. « Un problème ?» J'ai haussé les épaules, pas envie d'en parler. Je règle quelques trucs. Elle a soufflé bruyamment. « Tant que ça ne gêne pas la cuisine, règle ce que tu veux. » J'ai esquissé un léger sourire. Elle ne s'intéressait pas au drame, seulement au boulot. C'était rafraîchissant. Roy est passé plus tard avec un papier à la main, le numéro de mon dossier pour refaire mes papiers. « Ça avance », a-t-il dit. « Tu tiens le coup ?» J'ai hoché la tête. Mieux que ce que je pensais. Il m'a donné une petite tape sur l'épaule et m'a laissé là. À la fin de cette semaine, j'avais économisé assez pour m'acheter un manteau d'occasion au refuge. Pas très beau, mais il tenait chaud. Je rentrais tous les soirs dans ma chambre, mon téléphone dans la poche, enfin silencieux. Chloé et ses amis étaient sortis de ma vie comme une addiction que j'avais réussi à quitter. Je n'avais plus besoin de leurs excuses ni de leurs promesses vides. J'avais un boulot, un lit, un plan. Des petites choses, mais qui étaient à moi. La douleur de la trahison était toujours là, bien sûr, mais elle faisait un peu moins mal chaque jour. Chaque assiette lavée, chaque dollar économisé était une nouvelle pièce de ma vie, une pièce qu'elle ne pourrait jamais atteindre. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai dormi sans rêver d'elle. Les mois ont passé. Le dîner est devenu ma routine. Je ne dormais plus au refuge, j'avais réussi à louer un minuscule studio au-dessus d'une laverie. C'était juste une pièce, un vieux matelas, un réchaud et une salle de bain où on pouvait à peine bouger. Mais c'était chez moi. Jacqueline avait vu mes efforts et m'avait promu commis de cuisine. Plus d'heures, un peu plus d'argent. Je coupais des légumes, épluchais des pommes de terre, et le rythme régulier du couteau m'aidait à éloigner les mauvais souvenirs. Les nuits restaient difficiles. Allongée sur ce matelas, fixant les taches au plafond, Chloé revenait dans mon esprit. Pas la version cruelle et moqueuse. Mais celle des bons moments, avec son sourire qui m'avait encharmé avant que tout ne s'écroule. Parfois, je me demandais, est-ce qu'elle pense à moi? Est-ce que je lui manque? La solitude pesait lourd, comme une pierre sur la poitrine. Mais le soleil se levait, et j'allais bosser. Sans craindre son jugement, sans les rires de ses amis. Juste moi, libre. C'est alors qu'elle est apparue, Sienna. Elle a commencé à venir au dîner 2 fois par semaine, toujours à la même table, avec une pile de livres et de notes. Elle étudiait probablement la médecine, vu les termes compliqués qu'elle murmurait en écrivant. Elle commandait toujours la même chose, une omelette de Denver sans tomate et un café supplémentaire.
Elle me regardait à peine quand je servais. Je l'ai observée un moment. J'ai trouvé drôle la façon dont elle se perdait dans ses études, laissant parfois son fourchette suspendue en l'air, oubliant de manger. Alors j'ai commencé à m'amuser. J'ai changé mon badge pour y mettre des prénoms aléatoires juste pour voir si elle réagirait, Bob un jour, Steve un autre, puis Carl. Au début, aucune réaction. Toujours plongée dans ses bouquins. Jusqu'au jour où j'ai mis « Rusty » sur mon badge et elle a enfin levé les yeux. Elle a plissé les sourcils, lu le prénom, puis m'a regardé. « Ce badge est faux », a-t-elle dit d'une voix calme, comme si elle diagnostiquait un patient. J'ai souri, un peu pris au dépourvu. « Vraiment ?» Elle a esquissé un petit sourire en coin et s'est replongée dans ses livres. Ce fut tout. Mais c'était suffisant pour marquer. Le travail continuait, mais Sienna est devenue mon moment préféré de la semaine. Dès qu'elle entrait, je trouvais des excuses pour passer près de sa table, remplir sa tasse de café, débarrasser son assiette, demander si elle avait besoin de quelque chose. Elle remerciait toujours d'un signe de tête ou d'un murmure, mais son demi-sourire restait dans ma tête toute la journée. Un jour, elle est arrivée visiblement épuisée. Les cheveux en bataille, les livres plus lourds que d'habitude. « Nuit difficile ?» ai-je demandé en posant son café. Elle a soupiré en se frottant les yeux. « Examen. Je n'ai pas dormi depuis 2 jours. » Je n'ai pas insisté. Mais en repartant, j'ai discrètement ajouté un hash brown supplémentaire dans son assiette. Elle l'a remarqué, m'a regardé et a dit « Vous êtes furtif. » J'ai haussé les épaules. « C'est pour vous garder éveillé. » Notre premier rendez-vous n'était même pas prévu. Elle est venue un soir, mieux habillée que d'habitude, en jean et en joli haut, pas de sweatshirt. Elle a expliqué que ses amis avaient annulé une réservation dans une pizzeria chic de l'autre côté de la ville. « Je ne vais pas gâcher cette soirée », a-t-elle murmuré. Puis elle m'a regardé. « T'es libre ?» J'étais en train de nettoyer le comptoir, presque à la fin de mon service. Jacqueline a tout entendu. « Vas-y, gamin », a-t-elle crié depuis la cuisine. « Tu sers à rien à rester planté là. » Alors j'y suis allé. Nous avons partagé une pizza au pepperoni et une carafe de soda. Elle a éclaté de rire, un vrai rire, quand je lui ai raconté l'histoire des faux badges. « Je savais que tu n'étais pas Rusty », a-t-elle dit, les yeux pétillants. « Tu ne ressembles pas du tout à un Rusty. T'es bien trop jeune pour ça. » On a parlé toute la soirée. Elle m'a raconté le stress de la fac de médecine, moi je lui ai parlé de mon boulot à la cafétéria. On a ri de choses bêtes, comme nos films préférés. C'était léger, naturel, comme si on se connaissait depuis des années. 6 mois plus tard, elle a emménagé dans mon petit studio. C'était minuscule, ses livres prenaient la moitié de la place, et on se rentrait dedans tout le temps en cuisinant sur ce réchaud ridicule. Mais ça m'était égal. Elle étudiait tard le soir, la lampe éclairant son visage concentré, et parfois, elle murmurait des noms d'os et de nerfs en dormant. D'une manière étrange, ça me réconfortait. 1 an plus tard, on a loué un appartement plus grand. Une vraie cuisine, un canapé qui ne sentait pas l'eau de Javel, et surtout, un vrai chez nous. Je continuais à travailler dur, maintenant comme vrai cuisinier. Jacqueline avait confiance en moi, râlait moins, et me laissait même gérer la plancha quand il y avait trop de monde. Sienna était différente de Chloé en tout. Elle ne se moquait pas de moi, ne me rabaissait jamais. Quand je doutais de moi-même, elle me disait « Tu peux le faire ». Et, allez savoir pourquoi, je la croyais. On cuisinait ensemble, on se disputait pour savoir qui ferait la vaisselle, on regardait de vieilles séries en riant des doublages pourris. C'était simple, mais c'était à nous. Puis, Chloé est réapparue. Tout a commencé par un email. Elle avait réussi à retrouver mon adresse sûrement via un vieux compte ou un contact oublié. Le message est arrivé sur mon téléphone pendant que je découpais des poivrons en cuisine. « Mike, je veux juste savoir si tu vas bien. Tu me manques. Tu nous manques à tous. » Je suis resté figé, le couteau en l'air. Cette vieille douleur m'a serré la poitrine. Elle m'avait abandonné sans rien, elle avait ri de moi avec ses copines, et maintenant elle disait que je lui manquais? J'ai immédiatement supprimé le message. D'autres emails sont arrivés. Certains courts, d'autres très longs, tous pleins de cette fausse douceur que je connaissais par cœur. J'ai fait une erreur. S'il te plaît, parle-moi. J'ai retrouvé ta grand-mère, elle s'inquiète pour toi.
Lire ça faisait mal. Je lisais, le nez montait, puis je supprimais. Sienna m'a surpris une fois en train de fixer mon portable, le front plissé. « Qui c'est ?» a-t-elle demandé. « Personne », j'ai répondu. Et elle n'a pas insisté. Elle n'avait pas besoin. Je n'allais pas retourner en arrière. Ma vie avec Sienna était belle, mieux que ce que j'aurais jamais cru mériter. Le restaurant tournait bien, mes mains étaient sûres, et les emails de Chloé n'étaient plus qu'un bruit que j'avais appris à ignorer. J'avais construit quelque chose de solide, de réel. Et chaque jour avec Sienna le prouvait. Elle se moquait de moi à cause de mes plats trop épicés, je me moquais de son chant faux, et on s'endormait blotti sur un vieux canapé confortable. Chloé pouvait écrire autant qu'elle voulait, je ne lui devais rien. Ma vie était avec Sienna, et je n'allais pas lâcher ça. Un jour, alors que je grillais des hamburgers au resto, Jacqueline m'a appelé au comptoir pendant un moment plus calme. Elle avait cette tête de quelqu'un qui va dire un truc sérieux. « Mike », elle a commencé, en s'essuyant les mains sur un torchon. « T'es pas si nul que ça, tu sais. » J'ai souri, pensant que c'était une blague, mais son visage est resté sérieux. « Je vais ouvrir une deuxième cafétéria de l'autre côté de la ville. Ce sera petit. Mais j'ai besoin de quelqu'un pour gérer l'endroit. Ça te dit ?» Je suis resté paralysé, la spatule en main. Moi ? Gérer une cafétéria. J'avais commencé en lavant la vaisselle. Et maintenant, elle me proposait de tenir un restaurant ? Tu plaisantes, ai-je demandé, la voix un peu rauque. Elle a soufflé. J'ai une tête de clown, peut-être ? Tu travailles dur, tu voles pas, tu râles pas. Alors tu prends ou pas ? Ma tête tournait. 1 an auparavant, j'avais été abandonné avec rien. Maintenant j'avais ça. J'ai failli dire non, croyant à un piège réflexe de mes traumatismes avec Chloé. Mais ce soir-là, je me suis assis sur le canapé avec Sienna et je lui ai raconté, à voix basse, comme si j'avais peur de tout gâcher. Jacqueline veut que je gère son nouveau resto. Moi, en charge. Tu crois que je peux y arriver ? Sienna s'est assise à côté de moi, genou contre genou. Et tu songes à refuser ? J'ai haussé les épaules. Et si je foire tout ? Elle a pris ma main, fermement. Tu le fais déjà tourner, ce resto, sans le titre. Il te manque juste d'y croire. Tu peux le faire. Ces mots m'ont frappé comme un coup de pouce nécessaire. Chloé aurait ri, dit, toi ? Un gérant ? Et ses copines auraient rigolé aussi. Mais Sienna m'a juste regardé droit dans les yeux, sûre d'elle, et j'ai dit, d'accord. J'accepte. Elle a souri de ce petit sourire que j'aimais tant et a posé sa tête sur mon épaule. Parfait. Maintenant lève-toi, y a de la vaisselle à faire. J'ai ri, léger, et on est allé à l'évier en se chamaillant pour savoir qui laverait quoi. Le lendemain, j'ai dit oui à Jacqueline. Elle a juste grogné, comme si elle s'y attendait déjà, et m'a tendu un trousseau de clés. Fais pas cramer l'endroit, a-t-elle lancé avant de retourner compter la caisse. Le nouveau dîner était petit, 10 tables, un comptoir, une cuisine exiguë. Mais c'était à moi d'en prendre soin. J'ai commencé la semaine suivante, organiser les plannings, passer les commandes de stock, mettre la main à la pâte quand la cuisine devenait folle. C'était chaotique au début, des serveuses qui oubliaient les commandes, moi qui cramais les frites, mais j'ai appris. Sienna avait raison. Je faisais déjà tout ça, il ne manquait que mon nom sur le badge. Le restaurant a commencé à tourner. Les clients revenaient, les compliments se multipliaient. Même Jacqueline est passée une fois, a jeté un coup d'œil et a dit, c'est pas trop pourri. Bon boulot. Et elle est repartie. De sa part, c'était l'équivalent d'un trophée. Et puis il y a eu cet email. Je vérifiais les stocks sur mon téléphone quand j'ai vu la notification. Mike, ta grand-mère demande de tes nouvelles. S'il te plaît, fais-lui savoir que tu vas bien. C'était Chloé. Elle utilisait ma grand-mère, la seule qui m'envoyait encore des cartes pour mon anniversaire, pour m'atteindre. C'était un coup bas. J'ai supprimé l'email immédiatement. Elle n'avait aucun droit de mentionner ma grand-mère après tout ce qu'elle avait fait. Je pouvais gérer ça seul, sans elle. Je me suis plongé dans le travail. Le resto se remplissait, les routiers s'arrêtaient, les habitués souriaient. Sienna m'attendait à la maison, entourée de ses bouquins, un sourire fatigué sur les lèvres. On cuisinait ensemble, on riait de tout et de rien. La vie était belle.
Chloé pouvait bien envoyer autant de mails qu'elle voulait, je ne les lisais plus. Mais des années plus tard, notification LinkedIn, 27 vues sur mon profil, toutes venant de Chloé. J'étais en train de nettoyer le comptoir du tout premier resto où j'avais commencé en lavant la vaisselle. Le service du petit-déj venait de finir. Quelques clients traînaient avec des parts de tarte et du café. La cloche de la porte a sonné. Et elles sont entrées. Chloé, Stéphanie et Elena. Je les ai vues avant qu'elles ne me voient. Les cheveux courts de Chloé brillaient sous la lumière. Stéphanie est entrée avec sa démarche arrogante habituelle. Elena semblait recroquevillée, presque honteuse. Mon estomac s'est retourné. 15 ans après cette nuit à la station-service et maintenant elles étaient là. Dans mon resto. Je suis resté figé, un chiffon à la main. J'aurais pu laisser une serveuse s'en occuper, faire semblant de rien. Mais quelque chose m'a poussé à avancer, peut-être la colère, peut-être l'envie d'en finir une bonne fois pour toutes. J'ai attrapé une cafetière comme prétexte et je suis allé vers leur table. Chloé m'a vu en premier. Ses yeux se sont agrandis. Sa bouche s'est entr'ouverte lentement. Mon Dieu, c'est toi. Stéphanie s'est avachie sur sa banquette, avec son petit sourire agaçant. Regardez-moi ça, monsieur le grand chef. Elena baissait les yeux, tripotant nerveusement le menu. Moi, je suis resté debout, la cafetière à la main. Qu'est-ce que vous voulez, ai-je demandé, froidement, directement. Chloé s'est penchée en avant, les mains jointes. Mike, est-ce qu'on peut parler? S'il te plaît? Je ne me suis pas assis. Je n'ai pas adouci ma voix. Je bosse. Elena a regardé Stéphanie, qui a pris le relais, comme toujours. C'est juste que sa vie est partie en vrille. Son business a coulé, son mari l'a largué. Elena est fauchée. On est venu demander un petit coup de main, tu vois? Pour recommencer. Elena a murmuré, n'importe quoi. Je les ai écoutés. Chloé s'est mise à pleurer. Stéphanie jouait la grande dure. Elle pensait que j'allais craquer. Que j'étais encore ce gamin abandonné sans rien. Mais je n'étais plus ce type-là. Je suis allé dans l'arrière-boutique, là où on garde les factures, j'ai pris une enveloppe et j'ai écrit un chèque. Puis je suis revenu et je l'ai posé devant Chloé. Elena s'en est emparée rapidement, les yeux brillants. Mais quand elle l'a ouvert, son visage a changé. 73,50 $. Le prix exact d'un billet de bus de Grand Jonction jusqu'à notre ville, il y a 15 ans. Son visage s'est décomposé. Stéphanie a attrapé le papier. Tu te fous de nous? C'est quoi cette merde? Je me suis penché, la voix basse et ferme. C'est ce que ça m'aurait coûté de revenir vers vous ce jour-là. Je ne suis pas revenu. Et vous non plus, vous n'avez plus aucun droit sur moi. Chloé a essayé de parler, mais aucun son n'est sorti. Stéphanie a balancé le chèque sur la table. T'es vraiment un connard, Mike. Après tout ce qu'on a vécu. Je l'ai coupé. Après tout? Vous m'avez laissé tomber. Vous avez ri. Elena a baissé la tête. Ses mains tremblaient. Mais elle n'a rien dit. Je me suis redressé. Je les ai regardées, une par une. Chloé, pâle. Stéphanie, furieuse. Elena, recroquevillée. Partez. Et ne revenez jamais. Ma voix a résonné dans le resto. Quelques clients se sont tournés vers nous. Les serveuses sont restées figées. Je suis retourné au comptoir, le cœur battant, mais le pas assuré. La serveuse m'a regardé, perdu. Ils ont fini, ai-je dit en essuyant le comptoir. Elles sont restées assises quelques secondes, puis sont parties. Chloé a jeté l'enveloppe dans son sac comme un déchet. Stéphanie râlait à voix haute. Elena suivait, silencieuse. La porte a sonné en se refermant derrière elle. Le resto a repris son rythme, les fourchettes tintaient, le café coulait. Comme si elle n'était jamais venue. Je suis resté là, derrière le comptoir, en me servant une tasse de café. Mes mains, qui tremblaient de colère quelques instants plus tôt, étaient maintenant stables. Elles étaient venues en suppliant, pensant que j'allais céder. Et elles étaient reparties, vaincues. Pas de scandale. Pas de cris. Juste du froid. Une faim. J'ai pris une gorgée de café, amer, fort, et j'ai regardé autour de moi. Mes habitués discutaient, les serveurs nettoyaient les tables.
Comme si rien ne s'était passé. Mais en moi, quelque chose avait changé. C'était comme si j'avais enfin refermé un livre resté ouvert pendant 15 ans. Ce jour-là, j'ai fermé le restaurant plus tôt. J'ai pris la route pour rentrer chez moi. Chaque kilomètre semblait plus léger. Plus à moi. Quand je suis arrivé, les lumières étaient allumées, la voiture de Sienna était dans l'allée. J'ai respiré profondément. Ici, c'était ma maison. Ma vraie vie. Je suis entré, j'ai enlevé mes bottes, l'odeur de lasagne réchauffée flottait dans l'air. Sienna était à la table, corrigeant des copies, ses lunettes glissant sur son nez. Les enfants riaient et couraient à l'étage. Elle m'a regardé avec son regard calme. « Tout va bien ?» a-t-elle demandé. Je me suis assis en face d'elle, les mains posées sur la table. Elles sont venues. Chloé, Stéphanie, Elena. Elles sont venues demander de l'argent. Sienna a levé les sourcils, mais elle n'a pas interrompu. Je leur ai donné un chèque. 73,50 $. Le prix d'un billet de bus de Grand Jonction jusqu'à la maison. Ce que ça m'aurait coûté de revenir à l'époque. Un petit sourire s'est dessiné au coin de ses lèvres. Et elles ont accepté. Stéphanie a pété un câble. Chloé a pleuré. Elena est restée muette. Je me suis levé et je les ai mises dehors. Et elles sont parties. Elle a tendu la main pour toucher la mienne. Elles ne peuvent rien te prendre que tu ne leur donnes, Mike. J'ai hoché la tête, la gorge serrée. Elle est retournée à ses copies. Elle n'a rien ajouté. Elle avait compris. Elle comprend toujours. Plus tard, on a dîné des restes, juste nous deux. Les enfants étaient calmes à l'étage. Je tripotais mon assiette, l'esprit encore fixé sur la scène du parking, Chloé en larmes, Stéphanie hurlant, Elena recroquevillée. Mais peu importait ce qu'elles avaient dit là-bas. Ou qui elles avaient essayé de blâmer. Elles étaient venues les mains tendues. Et moi, je leur avais tendu un miroir. Je leur avais donné exactement ce qu'elles m'avaient laissé, juste assez pour partir. Sienna n'a plus posé de questions. Elle a parlé de nos enfants, le contrôle de maths de l'aîné, l'obsession de la petite dernière pour dessiner des chats. Je l'écoutais, je souriais, la laissant me ramener au présent. Quand on a fait la vaisselle ensemble, elle m'a donné un léger coup de coude en riant. Et j'ai ri aussi. Cette nuit-là, allongé dans le lit, bercé par les sons doux de la maison et la respiration paisible de Sienna à mes côtés, j'ai regardé le plafond. J'ai revu la scène encore une fois, Chloé dans mon restaurant, son visage quand elle a vu le chèque. La dispute sur le parking. Mais ça n'avait plus de prise sur moi. Ça ne faisait plus mal. Parce que maintenant j'avais quelque chose qu'elle ne pourrait jamais toucher. Ma famille. Ma paix. Mon restaurant. Ma liberté. La meilleure revanche n'a jamais été de crier, de se venger ou de tout balancer. La meilleure revanche, c'est de vivre tellement bien qu'elles deviennent juste des ombres incapables de toucher ta lumière. Le lendemain matin, je me suis levé tôt, j'ai fait du café et je suis resté devant la fenêtre de la cuisine. Les enfants dormaient encore. Sienna corrigeait des copies dans le salon. Le monde dehors était calme, froid, mais serein. Et je l'ai ressenti. La paix. Profonde, solide. Réelle. Plus tard, elle m'a rejoint dans le jardin, enveloppée dans une couverture, et elle s'est assise sur la marche du perron. « À quoi tu penses ?» a-t-elle demandé d'une voix douce. J'ai pris une gorgée dans ma tasse. « À rien. »« À tout. » Elle a souri et posé sa tête contre mon épaule. Et on est resté là. En silence. Chloé et les autres avaient disparu pour de bon. Et moi ? Moi, j'étais complet. Commentaire Monsieur Reddit. Parfois, la meilleure réponse aux blessures du passé, ce n'est pas la vengeance, mais la construction d'une vie si forte et si heureuse que personne ne peut plus l'atteindre. Ce récit nous rappelle que grandir, guérir et trouver la paix est la plus grande victoire. Merci d'avoir écouté cette histoire avec moi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, j'adorerais connaître votre avis. Si vous avez aimé l'histoire, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater. À très bientôt.